Il me semble que la recherche sur les pays du Sud ne peut continuer qu'à jouer un rôle sociétal si nous acceptons que nous devons traiter les influences venant d'un système global dans ces sociétés. Il y a encore quelques années que les ethnologues manifestaient un déni silencieux des études qui s'intéressaient aux systèmes mondiaux. Actuellement, ces ethnologues commencent à devenir une minorité avec des étudiants plus jeunes et des chercheurs qui n'acceptent plus d'être restreints à des sujets de recherche qu'ils considèrent comme appartenant au passé. Des notions comme endogènes et exogènes qui ont décrit des efforts de recherche il y a quelques années sont de plus en plus remplacées par des notions comme globales et locales qui sont plus adaptées aux situations actuelles. Il existe pourtant une tendance à reconnaître le problème de l'incongruité entre les processus de mondialisation et de localisation. Le principe de l'unité dans la diversité que nous pouvons trouver dans le discours des ethnologues ne spécifie pas s'il concerne des éléments particuliers du système ou s'il est entendu en tant qu'intégration de quelques systèmes culturels dans une unité plus grande. Il semble que la déclaration des valeurs que nous devons préserver la diversité agit comme un substitut à l'analyse des changements actuels, comme je le signale. On peut donner un exemple similaire. Le droit d'être différent se dirige vers les forces globales, tandis que le droit de souligner l'unité se dirige vers le vécu social local. La globalisation est atteinte par la domination d'un système donné aux dépens d'autres ou par l'acceptation commune des standards globaux. La localisation distinctive est atteinte par la préservation en tant qu'élément de folklore, par un élément globalement partagé ou par la reconstruction d'un environnement particulier. Des études de cas ont montré que l'on ne peut promouvoir la mondialisation sans la différenciation des communautés locales. La mondialisation peut ne pas fournir des mécanismes protégeant à longue durée les identités localisées sans plus ou moins de changement des mouvements économiques, politiques, sociaux et culturels globaux. Sur la longue durée, les forces globales peuvent induire des transformations de grande envergure dans le vécu social local. Dans le court terme, des mécanismes de protection peuvent contribuer à la survie de plusieurs aspects du vécu social local. De cette manière, il devient évident qu'une notion comme localisation est nécessaire qui met l'accent sur le mélange entre les forces globales et le vécu social local. Il me semble que dans les années à venir, nos recherches devraient continuer à accentuer ce mélange des cultures globalisées et étudier en détail ces provenances différentes. Cet élargissement de la portée des études de modernisation et de développement, et en particulier les théories de la mondialisation, est apparu dans les 2 dernières décennies du XXe siècle. La mondialisation signifie en effet une intensification des processus mondiaux et des structures mondiales. La connectivité, la diversité, les thèmes abordés en ce qui concerne les irrégularités multiples des théories des modernités et des théories des systèmes mondes ont été incorporés dans les théories de la mondialisation. Au moins 4 approches des théories de la mondialisation façonnent la discussion des transformations sociales dans la première décennie du XXIe siècle. La mondialisation est considérée comme un processus transhistorique par Robertson, comme une modernisation globale par Giddens, comme un discours critique de la mondialisation néolibérale par Stiglitz, et une approche de la globalisation que je défends et Robertson également. Selon la définition d'un dictionnaire, le terme local et le substantif localisation sont formés par télescopage entre le global et le local pour faire un mélange. Le terme a été calqué sur le mot japonais doshakuka, D-O-C-H-A-K-U-K-A, qui signifiait à l'origine l'adaptation des techniques agricoles aux conditions locales particulières à chacun.
Dans le monde des affaires, l'idée a été adoptée pour désigner la localisation mondiale. Le mot ainsi que l'idée sont venus du Japon. Selon Wurzpai, localisation signifie, je cite, la création de produits ou de services destinés au marché mondial, mais qui sont adaptés aux cultures locales. Fin de citation. Bien que la localisation est un terme qui est devenu très fréquent depuis la fin des années 1980, il y avait plusieurs termes connexes que les sociologues ont utilisés et continuent d'utiliser. Un tel mot proche qui a été en usage dans les sciences sociales et les disciplines connexes depuis un certain temps est l'indigénisation. Certains sociologues ont affirmé que les sciences sociales comme la sociologie ou la science politique, même la psychologie, étaient des produits d'expériences sociales occidentales. Par conséquent, lorsque ces champs d'investigation ont été transportés et transplantés dans des contextes non européens ou non occidentaux, comme l'Amérique latine, l'Asie ou l'Afrique, il y avait un besoin d'indigénisation de ces sujets. L'idée d'indigénisation a créé toute une controverse parmi les spécialistes des sciences sociales, car elle soulève des questions fondamentales quant à l'applicabilité des idées et des concepts scientifiques. Cependant, je suggère que l'indigénisation peut être considérée comme similaire à la localisation. Dans les deux concepts, il s'agit d'une hypothèse sur une localité originale ou authentique ou d'un système indigène. Une des conséquences de la mondialisation est qu'elle ouvre des doutes quant à l'originalité et l'authenticité des cultures. Si l'on prend une vue à long terme de la mondialisation, la localité ou le mot local est elle-même une conséquence de la mondialisation. Robertson, l'un des pionniers de l'étude de la mondialisation, ne voit pas la mondialisation comme un phénomène récent et il ne l'a pas vu comme une conséquence de la modernisation. Comme déjà mentionné, les théories de la modernisation ont été attaquées durement en sociologie en raison d'hypothèses d'unilinéarité et de convergence. Comme notre connaissance du monde a augmenté, de nombreux auteurs ont souligné que les différences culturelles ne sont pas superficielles et que la non-linéarité et la multilinéarité représentent de meilleures descriptions de la modernité mondiale. Même si les sciences sociales ne peuvent pas se permettre de renoncer à leurs prétentions scientifiques, à l'universalité et à la connaissance universelle, la recherche récente a mis en évidence que les sciences sociales doivent être sensibles au contexte, mais ne doivent pas être dépendantes du contexte. C'est dans ce sens que Robertson a conceptualisé la mondialisation du XXe siècle comme l'interpénétration de l'universalisation de la particularisation et la particularisation de l'universalisme. En 1992. Kondtker, K-H-O-N-D-K-E-R, a fait valoir sur le cadre de Robertson que la mondialisation et ou la localisation devraient être considérés comme des processus interdépendants. Les problèmes de la mondialisation simultanée du local et de la localisation de la globalité peuvent alors être exprimés comme un double processus de macro-localisation et de micro-mondialisation. Macro-localisation consiste à repousser les limites de la localité ainsi qu'à faire de quelques idées locales des pratiques et des institutions mondiales. La montée des mouvements revivalistes religieux ou ethniques à travers le monde peut être considérée comme des exemples de macro-localisation. Micromondialisation implique d'incorporer certains processus mondiaux dans le contexte local. Considérons par exemple les mouvements sociaux tels que les mouvements féministes et les mouvements écologiques ou le fait d'envisager de nouvelles techniques de production ou de stratégies de marketing qui émergent dans certains contextes locaux.
Sur une période donnée, ces pratiques s'étendent au-delà de cette localité en une arène spatiale et historique plus large. Ou pensez à l'industrie de l'imprimerie ou à l'industrie informatique. L'emplacement précis de son émergence est devenu un phénomène mondial. Surmonter l'espace correspond donc à la mondialisation dans un certain sens. Dans cette perspective de la mondialisation est à la fois glocalisation. Ce point de vue est quelque peu différent de la façon dont Giddens conceptualise la relation entre le global et le local. Pour Giddens, la mondialisation est la raison de la reprise des identités culturelles locales dans différentes parties du monde. Alors que dans ce point de vue, le local est le fournisseur de la réponse aux forces mondiales, je soutiens donc que le local lui-même est constitué au niveau mondial. Les principales propositions de glocalisation ne sont pas trop différentes des principaux arguments d'une version nuancée de la mondialisation. Premièrement, la diversité est l'essence même de la vie sociale. Deuxièmement, la mondialisation n'efface pas toutes les différences. Troisièmement, l'autonomie de l'histoire et de la culture donne un sens à l'unicité de l'expérience des groupes et des personnes que nous définissons comme des cultures, des sociétés ou des nations. Quatrièmement, la glocalisation est la notion qui enlève la peur de beaucoup que la mondialisation est comme un raz-de-marée et efface toutes les différences et aplatit le monde. Néanmoins, il y a encore un certain nombre de livres populaires et des articles sur le thème de la mondialisation qui donnent l'impression que c'est une force qui crée un monde uniforme, un monde où les barrières disparaissent et où les cultures deviennent fusionnées dans un ensemble global. On peut même affirmer que les mouvements comme Al-Qaïda sont en partie fondés sur ces hypothèses. Un examen plus attentif révèle que des biens culturels ont des significations différentes dans différents contextes sociétaux et culturels ayant un impact inégal sur les classes, les groupes d'âge et l'ethnicité. Quelques rares produits sont consommés sans aucune modification. La plupart sont modifiés et indigénisés pour s'adapter aux contextes locaux. Il existe pourtant des situations exceptionnelles où les intentions sont complètement inversées. Par exemple, McDonald's adapte sa nourriture à des habitudes alimentaires locales telles que de l'Inde ou de la Chine. Les produits culturels populaires ont été déterritorialisés et gagnent des significations dans des contextes locaux qui sont variés. Dans le passé, de nombreux auteurs ont jugé nécessaire de distinguer la modernisation de l'occidentalisation. La modernisation a été considérée comme un ensemble de pratiques culturelles et les caractéristiques sociales institutionnelles qui, historiquement, ont évolué en Europe et en Amérique du Nord, communément appelée l'Occident. La nécessité de séparer l'occidentalisation de la modernisation a été motivée par le nationalisme plus que par des raisons intellectuelles pures, parce que, historiquement parlant, la plupart des traits culturels modernes ont commencé à l'Ouest, un fait historique qui peut difficilement s'accommoder à une culture politique nationaliste. Les savants occidentaux du XIXe siècle étaient également coupables de prétentions exagérées de la supériorité occidentale. Cependant, Max Weber, sociologue allemand, était inexact de prétendre au début du XXe siècle que la rationalité et la science occidentale sont devenues un élément caractéristique universel de la modernité. Ce processus a été pourtant renforcé dans la dernière partie du XXe siècle et à travers l'expansion mondiale des établissements d'enseignement supérieur en Asie, en Afrique et en Amérique latine, basés sur le modèle de l'université
de l'Ouest et sur l'idée de la rationalité. Beaucoup de sociologues indiens ont pris soin de délimiter les différences entre modernisation et occidentalisation. Des discussions similaires existent en ce qui concerne la soi-disant occidentalisation de l'Empire ottoman, la modernisation du Japon depuis la restauration Meiji de 1868 ou la modernisation de la Chine au début du XXe siècle, comme le mouvement du 4 mai 1919. Dans ces processus de modernisation retardés, de nombreuses sociétés ont accepté des idées d'emprunt, des connaissances et de la technologie qui ont été générées dans les premières sociétés modernes en Europe de l'Ouest. Cependant, la géographie de l'Ouest a continué à s'élargir. Voici encore quelques questions. Si besoin est, revenez au cours pour vérifier vos réponses. Cliquez seulement sur les boutons avec les solutions une fois vous aurez trouvé la réponse. Au XIXe siècle, quand l'Allemagne a été modernisée, l'idée de l'Occident a été limitée à l'Europe occidentale, principalement la Grande-Bretagne et la France. Dans certaines situations postcoloniales, la démarcation est davantage basée sur l'opportunisme politique, donc les anciennes colonies d'Asie et d'Afrique, que sur des mérites logiques ou intellectuels. L'éloignement de l'idée de l'occidentalisation dans les dernières décennies peut aussi être comprise comme une réaction à des siècles de domination et d'exploitation des anciennes colonies par les puissances occidentales, principalement européennes. Cependant, au fil du temps, une réflexion plus objective de l'histoire indique que bon nombre des traits qui se propagent à travers le monde sont originaires de certaines régions géographiques. Pourtant, comme ces traits ont été transplantés ailleurs, ils sont devenus mutés et ont assumé différentes formes dans différents contextes. Par exemple, la démocratie parlementaire a évolué en Angleterre avec des racines qui remontent à la Magna Carta de 1215. Cependant, comme la démocratie parlementaire de type Westminster a été institutionnalisée en Inde, en Malaisie et dans d'autres anciennes colonies britanniques, elle a muté à la lumière du milieu social et culturel local. L'occidentalisation comme un terme n'est pas équivalente à la mondialisation. Néanmoins, l'occidentalisation peut être considérée comme un aspect de la mondialisation. Certaines caractéristiques institutionnelles et certains traits culturels qui proviennent de l'Ouest ont été mis en place dans de nombreuses autres régions géographiques
au lieu de les verrouiller avec les armes dans le cadre d'interconnexion mondiale et grâce à la diffusion ou à l'implantation forcée sous le colonialisme. Pourtant, au fil du temps, ces institutions et les pratiques ont muté et ont assumé de nouvelles significations. Par conséquent, l'occidentalisation peut être considérée comme le début du processus. Les caractéristiques culturelles empruntées ou imitées elles-mêmes ont été mutées dans le pays d'origine. Ainsi, l'occidentalisation comme une catégorie a limité la valeur conceptuelle. On peut associer certaines formes littéraires, certains genres et les traits culturels comme faisant partie de la zone culturelle que nous appelons vaguement l'Occident, mais celles-ci ne sont que des influences que l'on peut voir dans les styles artistiques, littéraires et architecturaux. J'ai montré ici que l'on ne peut plus parler d'un changement des institutions dans le sens de modèle global. Au lieu de cela, on peut trouver des processus transnationaux qui devraient être examinés de plus près dans les études sur la mondialisation afin de démontrer les liens transnationaux des individus, des organisations, des entreprises ou des pays qui ont augmenté au cours des dernières décennies. Les États ont par exemple élargi leur capacité à contrôler les gens dans des espaces transnationaux. Pensez à Interpol. Ils ont soutenu les interactions, les idéologies et les institutions, les hiérarchies de genre, d'ethnicité et de classe au sein de nations ont ainsi augmenté dans tous les États. Ces espaces transnationaux sont composés d'espaces sociaux réels et virtuels qui existent entre les États-nations. Les individus, les groupes et les organisations échangent également au-delà de ces zones. Aujourd'hui, on ne peut nier les résultats empiriques sur des indicateurs mesurables individuels tels que le produit intérieur brut, l'espérance de vie et le taux d'alphabétisation les suggèrent. Il y a une convergence qu'on peut constater. Cependant, ces chiffres masquent des institutions et des systèmes similaires mais différents et montrent des différences qualitatives qui ne peuvent être négligées. On peut par exemple faire le point sur les différentes formes de capitalisme en Europe occidentale, au Japon et en Chine, qui indiquent que les facteurs culturels reçoivent leur propre expression spécifique. Par exemple, dans la dimension d'individualisme et de collectivisme ou sous des concepts éthiques. On peut également se référer à la mondialisation sociale, mesurable par des contacts personnels, le tourisme, le trafic téléphonique, les résidents à l'étranger et les flux d'informations, les utilisateurs d'Internet, le nombre de stations de télévision, le nombre de journaux. Les similitudes culturelles telles que le nombre de restaurants McDonald's, des magasins Ikea et le commerce du livre peuvent être trouvées. On pourrait penser que ces mesures menacent les cultures du Sud, mais sommes-nous en train de mesurer les aspects sociaux de la mondialisation ? Il semble plutôt comme si les réseaux transnationaux de personnes vivant en tant que migrants dans d'autres régions sont ici décrites. Quelques tendances empiriques d'effets socio-économiques après la crise financière de 2008. Les crises financières de 2008 à 2012 ont eu des conséquences importantes sur les développements mondiaux, mais aussi sur les transformations socio-économiques dans de nombreuses sociétés du Sud et du Nord. Comme ces événements sont basés sur les derniers processus importants, liés à des sujets dont nous discutons ici, quelques idées plus ou moins empiriques de ces changements globaux devraient être intéressants. Depuis 2005, on peut trouver des situations similaires dans la croissance des économies hautement développées et des économies émergentes. Cette tendance reflète l'importance des interdépendances mondiales sur les plans commerciaux et financiers.
En 2011-2012, les pays émergents ont dû faire face à la faible demande dans les pays développés et au caractère volatile de la finance internationale. La faiblesse économique mondiale et les attitudes provocatrices des investisseurs internationaux laissaient émerger les contraintes structurelles dans les tendances de développement en Inde et en Chine, avec la diminution de la croissance économique et la croissance des classes moyennes dans ces régions du monde. Les pays très liés à la région euro ont été surtout concernés par les crises financières. L'Europe centrale et orientale a bénéficié de la bonne situation économique en Allemagne. Les pays d'Afrique du Nord ont été influencés par le printemps arabe, qui signifiait des revirements politiques, mais des situations économiques difficiles dans une région qui a été étroitement liée à la zone euro en crise. L'Afrique au sud du Sahara a connu des taux de croissance élevés, y compris l'Afrique du Sud. L'accroissement des flux commerciaux avec la Chine a donné à cette région un accès aux pays dynamiques de l'Est, étant moins exposés à la crise que les pays européens. La Chine a décidé de se concentrer sur le développement de son marché intérieur récemment, où de grandes classes moyennes aspirent à consommer plus que par le passé. L'influence de la Chine en Afrique et en Amérique latine est encore en croissance et est très importante pour l'industrie dans ces régions. Les produits industriels à bas prix en provenance de la Chine ont été introduits dans les pays du Sud et menacent en Afrique et en Amérique latine les produits locaux. Comme les salaires sont plus élevés en Amérique latine et dans certaines régions d'Afrique au sud du Sahara, les produits fabriqués à partir de ces régions ne peuvent pas concurrencer les produits chinois sur les marchés mondiaux. Les produits locaux de ces régions sont rarement envoyés en Chine, mais le plus souvent vers d'autres régions dans le reste du monde. De 2000 à 2010, on peut trouver ces changements dans les exportations principalement en Turquie, au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud. Le caractère concurrentiel de l'industrie chinoise est un défi important pour l'industrialisation des pays du Sud. Certains économistes ont même suggéré de protéger les économies des pays africains contre les produits chinois. Au début de 2000, les chercheurs pensaient que les régions essaient de construire des unions économiques régionales telles que les États-Unis avec l'Amérique latine, l'Europe et l'Afrique et le Japon avec certains pays d'Asie. Ce développement ne pouvait être réalisé. Aujourd'hui, l'Afrique est fortement liée à la Chine et d'autres pays asiatiques. Dans la région du Maghreb, la Chine est devenue le principal fournisseur de l'Algérie avant la France. Des traités économiques régionaux ont été développés dans la dernière décennie et ils contribuent à l'essor économique dans l'économie mondiale. En Asie et en Afrique, le commerce est réalisé entre les partenaires sud-sud. En Amérique latine, le commerce est souvent limité à la sous-région. Les échanges sud-sud peuvent ainsi représenter de grandes parties de l'économie mondiale dans les années à venir. Les liens nord-sud seront alors touchés et peuvent diminuer par rapport aux liens sud-sud. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de séparation du sud du nord en raison de l'interdépendance de toutes les régions du monde, mais le sens de la relation nord-sud va changer. Le fait que l'économie mondiale est liée ensemble a fait que la crise financière mondiale a eu des influences diverses partout dans le monde. La montée de la Chine comme un acteur important au niveau mondial a signifié qu'il y a eu un changement dans le monde global causé par une population qui représente un cinquième de la population mondiale et plus les seuls 3,5% comme ce fut le cas pour les États-Unis par rapport à la Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle. Cependant, la compréhension sociologique du changement est plus orientée aujourd'hui vers une compréhension des tendances macro-historiques de changement social et de ses diverses conséquences, et pas seulement
sur la prévision de l'ascension et de la chute des économies spécifiques. La croissance du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud peut signifier que de nouveaux candidats prennent le relais. Je passe à ma conclusion. Les considérations qui précèdent m'amènent à présenter une théorie de la transformation sociale qui peut être développée par des comparaisons culturelles et structurelles pour identifier les différentes constellations des institutions et de leurs relations. L'importance de la culture est différente lors du changement des structures. Dans la société mondialisée d'aujourd'hui, la culture joue un rôle important qui est responsable des dynamiques différentes. Chacune d'elles peut être caractérisée par certains types de sociétés du Nord et du Sud, ou dans une société, on peut parler de différents milieux culturels. En ce sens, l'approche de la modernité multiple et des différentes civilisations est très importante, mais de portée moindre à cause de son taux de généralité très élevé. Mais certains aspects du débat sur la globalisation, comme je l'ai présenté dans cette séance, avec ses différents niveaux, les pays, les régions, les contextes locaux, doivent être soulignés dans les débats sur les changements et les transformations au niveau mondial. Cela conduira ensuite à une recherche qui examine les ensembles institutionnels où la culture joue un rôle important. L'approche d'Eisenstadt est intéressante en termes d'identité collective de diverses régions, comme l'Amérique latine ou l'Afrique subsaharienne, où les différentes sociétés nationales ont des identités distinctes caractérisées par des influences politiques coloniales communes. Ces sociétés ne peuvent guère résister aux forces transnationales qui les rassemblent à nouveau, et les exemples de traités économiques régionaux montrent cette tendance. Les cycles récents de la mondialisation ne peuvent donc qu'être compris par les flux transnationaux. Les différentes régions que nous trouvons actuellement combinent différents États et sont souvent liés par une histoire en partie commune. Des chercheurs comme Michael Werner, W-E-R-N-E-R, et Benedikt Zimmermann, Z-I-2-M-E-R-M-A-2-N, ont inventé les termes d'histoire croisée ou histoire connectée. Cette perspective permet de prendre en compte les influences réciproques et les résistances de nouvelles combinaisons et transformations. Ces interactions mutuelles montrent un réseau de relations dynamiques défini par certaines connexions entre eux. Une perspective transnationale qui dépasse les processus de migration doit donc être acceptée dans l'étude de la mondialisation, de la globalisation. Aujourd'hui, nous nous rendons compte de plus en plus que les groupements et les accords internationaux se multiplient. Les concepts de mondialisation et de transnationalisme définissent des lignes de recherche qui existent parallèlement les unes aux autres. Ils introduisent des pratiques à travers les frontières des réseaux sociaux qui existent et ou ont existé avant la mondialisation des 30 dernières années et qui ont rendu possible un mouvement d'idées et de personnes qui peut être analysé. Une telle perspective nous permet maintenant de comprendre comment l'histoire culturelle des macro-régions est connectée et comment cela pourrait affecter les identités collectives et caractériser les forces sociales, politiques et culturelles de la société. Aussi, encore quelques questions finales. Essayez d'y répondre en revenant si besoin au cours et cliquez seulement sur les boutons avec les solutions une fois que vous avez trouvé votre propre réponse.